comme l'ont montré plusieurs des intervenants de ce colloque, Duras a fait un cinéma souvent iconoclaste, presque toujours ouvertement provocateur. Par sa subversion du médium filmique, elle s'est incontestablement approprié le cinéma. Mais elle visait peut-être moins à ouvrir le chemin à un contre-cinéma qu'à se faire un cinéma sur mesure, à se forger un outil personnel, apte à la mener au plus près de ses obsessions d'écrivain. Ceci a conduit les critiques à s'engager dans l'analyse textuelle des films, à vouloir les élucider à partir de la perspective de l'auteur et à les considérer comme des adaptations plutôt que comme des œuvres cinématographiques autonomes. Cette position critique mène cependant à éluder les approches purement cinématographiques et à considérer le cinéma souvent comme un sous-produit de la littérature, attitude que Duras a elle-même encouragée par ses textes critiques sur le médium. Cette intervention s'efforcera, au contraire, d'adopter une perspective filmique en se concentrant sur la question de la réception du film durassien, car comme le disait très justement Serge Danet, je cite, « Pour qu'il y ait cinéma, il faut impérativement un spectateur, au moins, dans la salle de cinéma, dans la salle de projection, dit-il. Car nous appelons cinéma ce qui circule entre l'écran matériel de la salle et l'écran mental du spectateur. » À la différence du texte littéraire, là j'ouvre un peu des portes ouvertes, mais il me semble qu'on ne l'a pas assez dit au cours du colloque, mais à la différence du texte littéraire, le cinéma emploie des modes d'existence corporelle, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le mouvement et le temps, comme véhicule, matière et substance de son langage. Entre le spectateur et le film se tisse quelque chose de l'ordre du sensoriel, des sens, qui permettent au spectateur de faire l'expérience physique de ce qui se déroule à l'écran. En ce sens, le cinéma en tant que forme symbolique de l'expression humaine n'a pas d'égal, car sa matière est le réel, même lorsqu'il est fictif. On pourrait développer cet aspect pendant des heures. Le travail de Duras sur le son et l'image est ainsi d'une autre nature que celle de l'écriture, tant par la matière qu'il façonne que par l'effet qu'il produit sur son public. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, plus tard dans cette intervention, c'est justement l'effet. Pourquoi est-ce qu'on regarde un film de Duras? Duras a beaucoup parlé de son travail d'écrivain et du processus créateur, mais assez peu de la réalisation d'un film. Elle préférait dire que faire du cinéma, c'était écrire sur l'image. Bien sûr, je ne vais pas être d'accord. Pourtant, dans l'amant de la Chine du Nord, les mains négatives, Agatha et le camion, elle met la caméra à l'envers, selon l'expression utilisée par Lou hier dans sa communication, et nous révèle le dispositif filmique. Dans L'Homme Atlantique, Duras aussi nous livre des informations sur le processus créateur, la direction d'acteurs, le travail de la caméra et l'inscription du spectateur au moment même du tournage. Il y aura donc deux volets à cette intervention. J'analyserai d'abord, en m'appuyant principalement sur L'Homme Atlantique, les propos de Duras sur la réalisation d'un film et l'omniprésence du spectateur, puis j'émettrai des hypothèses, un peu osées je pense, sur les expériences spectatorielles du public durassien, à la lumière des recherches récentes dans le domaine de la réception cinématographique. Ces recherches, ce sont des recherches en neurologie. Commençons donc d'abord par L'Homme Atlantique. L'on sait qu'à travers ce film, et là je vais dire une banalité, Duras a mis en scène le départ de Yann Andrea. D'ailleurs, ce départ ne s'est pas concrétisé. Et que cette séparation peut représenter toutes les séparations, les absences, y compris celle fondamentale de la séparation entre les êtres, thème particulièrement récurrent dans l'œuvre de l'auteur. Faire un film sur la séparation et l'absence n'équivaut pas à écrire sur l'absence. Filmer l'absence, c'est la mettre en scène.
pour soi et pour le spectateur. Enfin, dans le cas de Duras, pour soi et pour le spectateur. N'oublions pas, et c'est seulement un aparté, que pour la mettre en scène, il faut des acteurs, un décor, une équipe de collaborateurs et tout un dispositif technique. Sans parler du contexte commercial, de tout film, même expérimental, production, distribution, finance, etc. Donc le travail de la réalisatrice est fondamentalement différent de celui de l'écrivain. En outre, les notions filmiques de base du cinéma, comme le cadre, le champ, le hors-champ, le son off, le son in, vont offrir à Duras des outils spécifiquement filmiques pour explorer, jouer et rejouer la séparation, la disparition et l'absence. Alors ce ne sont que des exemples, ces trois thèmes-là, hein, juste pour rendre un peu les choses plus concrètes. Bien sûr, on pourrait probablement penser à d'autres thèmes. D'après Jean-Louis Comolli, il n'y a pas de mise en scène, de prise de vue, de cadre, de champ, de hors-champ et de son off, sans que le cinéaste n'ait à se projeter dans la perception du spectateur. Le spectateur est toujours omniprésent. Je cite. Le hors-champ est, dit-il, celui-là même de la salle obscure. Le non visible et le non lumineux communiquent pour le spectateur qui dépeuple de ses fantômes. Vous comprenez, j'imagine, ce que c'est que le hors-champ. Le champ, c'est ce qui est délimité par le cadre, et le hors-champ, c'est ce qui est à l'extérieur du cadre. Hein. Et donc, bien sûr, tout le cinéma est basé sur cette notion, parce qu'il y a toujours ce qui n'est pas montré et ce qui est montré à l'écran. Nous voyons ici que, contrairement à ce que dit Duras du film, le cinéma n'arrête pas l'imaginaire. C'est le contraire. Sans activer son imaginaire, le spectateur ne comprendrait pas le film. C'est-à-dire que si vous voyez un gros plan à l'écran, vous devez forcément imaginer qu'il y a un corps qui s'attache à ce gros plan. Sinon, on interpréterait cela comme une tête décapitée. Hein. Or, bien sûr, personne ne l'interprète comme ça. Donc, tout ce qui n'est pas montré à l'écran, ce hors-champ, est rempli par l'imaginaire des spectateurs. Par conséquent, l'imaginaire est absolument essentiel au cinéma, et non pas, comme le dirait Duras, que le cinéma arrête l'imaginaire. C'est impossible. Dans L'Homme Atlantique, c'est ainsi que la voix off de Marguerite Duras s'adresse à Jan Andrea, devenu acteur pour l'occasion. Alors que la caméra capte son image, puis son départ hors cadre. Elle dit « Vous êtes sorti du champ de la caméra. Vous êtes absent. Avec votre départ, votre absence est survenue. Elle est photographiée, comme tout à l'heure, votre présence. Filmer la sortie hors cadre équivaut, filmer la sortie de l'acteur hors cadre, équivaut à photographier l'absence, à photographier le mouvement de l'absence, à le mettre en scène artificiellement, mais réellement, à le jouer, à faire comme si, mais aussi à le rendre visible pour le public. Prenons ensuite le point de vue du spectateur. La voix off va confirmer, je cite, toujours L'Homme Atlantique. « Plus rien de vous n'est là que cette absence flottante, ambulante, qui remplit l'écran. » Donc ici, forcément, ça remplit l'écran, on est du côté du spectateur. Qui peuple à elle seule, pourquoi pas, une plaine du Far West, ou cet hôtel désaffecté, ou ces sables. La création cinématographique passe, selon les dires de Duras, par le jeu avec le dispositif filmique. La caméra, l'écran, le cadre et le spectateur, notion de base. L'Homme Atlantique montre que pour filmer, la réalisatrice doit envisager la scène du point de vue du spectateur et de l'expérience auquel elle le convie, c'est-à-dire lui faire revivre, ressentir la séparation et l'absence.
Quand elle fait du cinéma, Duras n'écrit pas sur l'image. Elle met en scène le réel. Il y a un Andrea, capté et cadré par le cadre, ou qui sort du cadre pour devenir l'image de l'absence pour le spectateur. Derrière l'homme atlantique, ce sont tous les comédiens dirigés par Duras qui se profilent. Delphine Seyrig dans Indiasson, filmé dans le grand miroir, résonne à travers le film. Duras nous donne, nous donne même la clé du miroir filmé, dont la fonction est de retenir l'image et de la renvoyer de façon parfois inattendue, et ainsi d'expérimenter sur la présence, l'apparition et la disparition. Je cite. « Regardez la caméra, dit la voix. La caméra va maintenant capter votre apparition dans la glace parallèle à celle dans laquelle elle se voit. Ne bougez pas, attendez, ne soyez pas surpris. Je vais vous dire ceci, vous allez réapparaître dans l'image. Non, je ne vous avais pas prévenu. Oui, ça va recommencer. » Dans l'homme atlantique, Duras reconnaît l'omniprésence du spectateur, dont elle doit imaginer le regard lors du tournage du film. Elle dit « Vous regardez tous les spectateurs dans la salle, un par un et chacun pour soi. Rappelez-vous bien ceci, la salle, elle est à elle seule le monde entier, de même que vous, vous l'êtes, vous, à vous seul, n'oubliez jamais. » En ce sens, elle confirme les propos de Gérard Leblanc lorsqu'il écrit « Le film regarde le spectateur réel, en ce point où le cinéaste se sent regardé par ce qu'il filme. » Donc Duras serait toujours, en filmant, cette présence spectatorielle. Le processus créateur du film implique forcément d'imaginer ce regard, pour cadrer les plans, pour imaginer l'écoute, pour décider de la place du son, chant, hors champ ou dans le chant. L'amant de la Chine du Nord nous renseigne aussi sur ce point, mais je ne voudrais pas à présent je ne voudrais pas parler de cela pour l'instant, parce que je pense que ce serait l'objet d'une autre recherche sur l'amant de la Chine du Nord. Mais j'aimerais plutôt soulever ici quelques questions sur le spectateur durassien, puisque je m'en sens l'autorisation, puisque Duras moi-même me conduit sur cette voie. Claude Belblé analyse le processus de la rencontre entre le film et le spectateur. Il écrit « Tandis que le film se déroule inexorablement, un flux très personnel d'émotions, de reconnaissance et de prolongement prend vie à l'intérieur de chaque spectateur, en relation avec son vécu actuel, mais aussi ses affects, ses apparitions contrariées, ses souvenirs oubliés. Tout n'est pas retenu, loin s'en faut. » Je vais passer sur le reste de la citation, qui est un peu longue. Cependant, ça je pense que c'est assez important ce qu'il dit à la fin, l'avancée incessante de l'image et du son amène de nouvelles inférences, mues par un principe temporel. Ces postulations s'insèrent en filigrane dans le flux des traces, des surprises et des attentes. Il me semble que c'est très adapté, le travail de Duras. Face à l'écran, le spectateur impuissant, car dans l'impossibilité de contrôler le flot d'images et de sons, et dans ce sens, c'est tout à fait différent de l'expérience du lecteur d'un livre, puisque en lisant, on contrôle toujours sa lecture. Ici, le spectateur ne peut pas contrôler le flot d'images et de sons, au moins dans la salle de cinéma. Il est en proie à un processus qui prend vie à l'intérieur de son corps même. Devant le cadre vide, pour reprendre l'exemple de l'homme atlantique, le spectateur éprouve les effets de l'absence du personnage plus qu'il ne la pense. Ça va être le sujet en fait du reste de mon intervention. Car l'immédiateté de l'image et son mouvement empêchent toute réflexion. Lors de la projection, c'est le corps du spectateur et ses réminiscences qui sont sollicitées sans le contrôle du spectateur. Beaucoup d'interventions lors de ce colloque ont mentionné le plan noir à juste titre, puisque dans tous les films de Duras, l'écran noir est présent,
quelques secondes ou plus. Dans l'Homme Atlantique, bien sûr, on l'a mentionné plusieurs fois, les spectateurs sont plongés dans l'obscurité pendant 25 minutes. Comme l'un des intervenants l'a déjà mentionné, Duras explique qu'elle n'avait pas assez de chutes prises d'Agatha et des lectures illimitées pour faire un long métrage, et qu'elle a complété avec des plans noirs. On peut en douter, car Duras était bien évidemment consciente de l'effet qu'il pourrait avoir sur ses spectateurs. Elle publie à cet égard un avertissement dans Le Monde à l'intention du public éventuel et menace de verrouiller les portes du cinéma pour empêcher la fuite des spectateurs. Forme de publicité, certes, parce que c'était quand même dans Le Monde. Mais au fond, quel est l'effet de la vision prolongée d'un écran noir dans une salle de cinéma? Selon Raymond Bellour, le noir renvoie à la matière du cinéma et à son dispositif, c'est-à-dire la salle obscure. L'expérience du spectateur du cinéma, si variable soit-elle, demeure aussi ce qu'elle a été si longtemps, tant qu'il y aura des films comme des salles, celle d'un homme, vocabulaire, c'est pas bien, parmi d'autres, plongé le temps d'une séance dans le noir et vivant la vision de sa mémoire intime dans celle que le film lui propose. Ingmar Bergman confirme aussi le rôle de l'obscurité pour les spectateurs. Il dit « Quand vous êtes au cinéma, vous êtes confortablement installé dans le noir et en face de vous, il y a un point lumineux. Vous ne bougez pas. Vous êtes en situation d'hypnose. C'est plus facile alors de vous montrer les rêves, la magie, la suggestion, parce que votre inconscient est ouvert. » J'aime beaucoup cette citation. Dans l'Homme Atlantique, lorsque le point lumineux disparaît, le spectateur est directement envoyé au dispositif cinématographique, ce qui peut paraître déconcertant, déroutant. Mais très vite, installé dans son fauteuil, il est entraîné par la voix de Duras et par son texte, au Roland d'infini. C'est alors que surgit l'image, qui disparaît sans tarder pour reparaître, et disparaître, tout à fait, pour faire place de nouveau à l'écran noir. Et peu à peu, cet écran, qui lui fait face, et ça c'est très important, se met à engloutir la voix de Duras. Des images se forment malgré tout dans son imagination, puis la voix reprend le dessus et vice-versa. L'envoûtement est total. Le spectateur éprouve une forte impression d'étrangeté. L'absence, la mort, peu importe en fait l'interprétation qu'on peut donner à ça. C'est une expérience du corps. Duras, loin de tourner le dos au spectateur, nous invite à corps perdu dans l'exploration de ce ressenti. Aussi peut-on qualifier l'Homme Atlantique de véritable œuvre expérimentale, dans le sens où le film est aussi proche qu'on puisse l'être de l'expérience sensible que peut vivre l'homme du réel. Sur nous. Duras, comme on le sait, a beaucoup travaillé sur la dualité matérielle du film pour la problématiser et mettre en question l'homogénéité du cinéma. On le sait, le film se compose d'une piste sonore et d'une bande visuelle, mais le son est dans la plupart des films avalé par l'image. Or, en opérant le décrochement de la voix et de l'image, Duras, à l'inverse, révèle la dualité matérielle du film, son hétérogénéité fondamentale et sa fragmentation originaire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres choses, donc je ne reviens pas là-dessus. Comme cela l'a déjà été mentionné, ceci lui permet de mettre en scène plusieurs réalités. Je ne me souvenais plus de la personne qui l'avait dit, mais ça a été dit pendant ce colloque. En même temps que Duras relève le statut du son au cinéma. La matière bisémiotique du film, sa dualité fondamentale d'art visuel et sonore, ne pouvait donc qu'attirer l'auteur, car selon Catherine Butour-Paillard, c'est dans l'entre-deux, tantôt infiniment étroit, tantôt immensément étendu, que se joue tout à la fois concomitance et déliaison des discours et de l'image, et donne lieu ainsi à une esthétique du métissage. Cette analyse de Butour-Paillard, qui nous renvoie au point de vue de l'auteur, soulève cependant la question, au moins pour moi, de la réception de cette esthétique. Car le pouvoir de la désynchronisation, qui permet toutes sortes d'associations et de dissociations, ne peut s'opérer pleinement que sur la rétine et dans l'oreille du spectateur-auditeur, plongé dans l'obscurité et déclenchant ainsi des images mentales qui prennent vie à l'intérieur de chacun. Selon Comolli, le cinéma n'est pas seulement un moyen de montrer, c'est aussi un outil,
apte à nous faire questionner ce qui est montré. Il dit, en produisant ces images, ces plans, comme articulation du visible et non visible, le cinéma nous conduit à nous interroger précisément sur nos façons de voir. Les films de Duras, par l'appauvrissement de l'image, le relèvement du son et la richesse de leur interaction, nous engagent, certes, à mettre en question l'hégémonie de la vue et les rapports entre l'oculaire et le visuel, mais surtout, ils nous contraignent à en faire l'expérience. Qu'il s'agisse de musique, de bruitage, non diégétique ou de voix, par définition, le son off ne représente pas sa source visuelle à l'écran, et donc il est hors champ, invisible, mais en même temps, il enveloppe le spectateur dans la salle, instituant paradoxalement une présence corporelle très forte de l'invisible. Son nom de Venise dans Calcutta Désert, qui vide l'écran des personnages déjà fantomatiques d'India Song, tout en conservant leur présence sur la même bande sonore, va très loin dans ce jeu. Les spectateurs sont suspendus à la présence sonore, mais aussi à celle de la caméra qui fouille les débris du château pour révéler des signes du passage des personnages. Le même phénomène se retrouve dans Aurelia Stener Melbourne, avec la voix de Duras qui matérialise la présence alors que des travelling révèlent l'absence. Face au mouvement des images qui se déroulent sur l'écran et la voix qui les enveloppe, les spectateurs comprennent-ils le film en raisonnant? Ou serait-il plus juste de dire qu'ils font une expérience sensorielle de la perte, voire de la mort? Lors de la projection du film, n'assistons-nous pas plutôt à une suspension du circuit de la raison? Je crois que c'est Alice Delmotte qui a dit au cours de son intervention « Quand je regarde un film, je ne sais pas ce qui m'arrive ». Et je pense que ça reflète tout à fait ce qui se passe dans l'expérience spectatorielle. Selon les thèses de Richard Sitowick sur la réception cinématographique, la raison peut avoir une certaine expérience du film, alors que le corps et le système limbique peuvent en avoir une autre, totalement différente, enracinée dans notre passé, dans notre mémoire et dans les sensations synesthétiques. Les travaux de Paul Elliott dans ce domaine montrent que l'expérience spectatorielle ne consiste pas seulement en une simple perception audiovisuelle, mais en une expérience corporelle où tous les sens sont impliqués, y compris l'odorat, le goût, le toucher. C'est ce qu'il nomme l'expérience synesthétique. Cette corporéité serait inhérente au processus de réception. D'ailleurs, Deleuze en avait perçu les fondements lorsqu'il montre que le film n'existe pas comme la représentation d'une émotion avec laquelle le spectateur s'identifie, mais comme un rhizome qui se connecte avec les sens des spectateurs et stimule de nouvelles connexions basées dans la sensation. Ainsi, par exemple, la seule vue d'un bâton d'encens stimule les aires du cerveau responsables de l'odorat. Alors même si bien sûr on ne sent pas, on ne peut pas dire qu'on sent le bâton d'encens. Le corps réagit comme s'il sentait le bâton d'encens. Si lorsqu'on regarde un film, tous les sens peuvent être engagés, la disjonction du son et de l'image, au lieu d'appauvrir l'univers sensoriel des spectateurs, va au contraire l'enrichir en démultipliant ses possibilités. Dans les films de Duras, et tout particulièrement India Song, le plus apprécié du public, et ce n'est peut-être pas par hasard, tous les sens sont sollicités par l'image, par la bande-son ou par la superposition des deux. La musique, les voix parlant dans une langue inconnue, l'odeur des fleurs et de l'encens, la sensation de la poussière et de la chaleur, de l'humidité de la peau, le dégoût et l'impression d'horreur devant l'image mentale des lépreux qui éclatent comme des sacs de poussière, provoquent non pas une connaissance, mais de multiples sensations corporelles dont le spectateur est inconscient au moment de la projection. D'ailleurs, dans certains films, on voit des scènes qui nous révoltent et on peut avoir physiquement la nausée, alors que bien sûr, ça ne nous est pas arrivé. Mais c'est notre corps qui, sans qu'on le contrôle, réagit par toutes sortes de circuits à ce spectacle. La lenteur des dialogues et de l'image
accentuerait l'immersion dans ce monde sensoriel, très important bien sûr dans le cas de Duras. Laura Marx emploie la notion de vision haptique pour décrire le phénomène de perception visuelle qui nous permet non pas de comprendre des images spécifiques, mais de sentir la texture, la surface et le mouvement de ce qui est présenté à l'écran. La vision haptique, je cite, implique de penser avec sa peau, écrit-elle. C'est-à-dire que cette vision invite l'œil à transmettre une sensation sans l'intervention de la pensée rationnelle. L'expérience d'une telle perception est sensuelle, vague, indéterminée et se prête bien sûr difficilement à l'analyse. Par exemple, la vision en gros plan du sein nu de Delphine Seyrig, parlant de sueur, les corps enlacés, les danseurs d'India Song, ne mobilise pas chez les spectateurs la pulsion scopique ou le plaisir scopophilique, comme on l'a beaucoup dit, sous l'effet d'un système d'identification, mais provoque des sensations corporelles vagues, par exemple une torpeur, mêlée de sensualité. Ces effets corporels passent certes par la vision, mais ils se transmettent directement à tout le corps, sans transiter par le circuit de la pensée consciente. En ce qui concerne les effets corporels de la bande sonore, David Sonnechen, chercheur et ingénieur en son, ingénieur du son dans le film, explique que le son est reçu par les spectateurs directement, sans médiation. Je le cite. « Le son, écrit-il, affecte la température de notre corps, la circulation du sang, le battement du pouls, la respiration et la transpiration. » Jean-Pierre Setton a mentionné qu'après la sortie d'India Song, certains spectateurs dansaient des soirées entières sur la musique du film. On ne devrait peut-être pas s'en étonner. D'après Eliot, les réactions corporelles à l'écoute de la bande sonore vont à leur tour engendrer une réaction, une réponse émotionnelle, et non l'inverse, comme on avait pu le penser. Ceci est aussi vrai pour le silence, qui, selon Deleuze, est une image sensorielle est une image sensorielle pure, qui interrompt le flux narratif et procure au spectateur un moment de grande intensité sensorielle. Ceci est bien sûr particulièrement intéressant pour l'étude des films de Duras, qui donne une place si centrale à la bande sonore, et tout particulièrement au sens et à la musique, alors que la trame narrative est, elle, fragmentée. Les spectateurs des films de Duras ne sont pas emportés par une intrigue, bien évidemment, contrairement aux films hollywoodiens. Le phénomène de dissociation persiste au niveau narratif, mais les spectateurs sont enveloppés et affectés par un univers sensoriel. Ces théories sur la réception cinématographique se basent sur les découvertes récentes en neurobiologie sur les neurones miroirs. Je suppose que certains d'entre vous ont entendu parler des neurones miroirs, qui désignent une catégorie de neurones du cerveau qui représente une activité aussi bien lorsque l'individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu exécuter la même action, ou même lorsqu'il imagine une telle action. Ces découvertes ont conduit les chercheurs à repenser la réception cinématographique qui tendait à limiter le cinéma à une expérience visuelle ou audiovisuelle. En fait, les recherches dans ce domaine concourent bien sûr à penser que l'expérience cinématographique est une expérience où tous les sens sont touchés, ce qui met en question l'hégémonie de la part oculaire du film, d'une part, mais aussi l'importance de la part consciente de l'expérience cinématographique. En résumé, on peut dire que la réception spectatorielle est multimodale, synesthétique, voulant dire que tous les sens sont affectés, et largement inconsciente. L'image de cinéma et ses éléments sonores seraient donc un événement perceptuel immersif. Or, si Duras dépouille son film de toute logique narrative, elle multiplie par ailleurs les effets du film par un très grand nombre d'éléments à valeur sensorielle sur la bande visuelle ou la piste sonore. L'odeur de l'encens qui brûle, les chiens qui aboient, la lente caresse de la caméra sur les corps étendus, la voix qui parle dans une langue inconnue, les longs silences des personnages du camion, le bruit du moteur au départ, comme dans La femme du Gange,
les quelques notes au piano de Nathalie Granger, la musique, etc. Le décalage entre le son et l'image multiplierait les sensations provoquées par le film, puisque plusieurs univers sensoriels nous enveloppent simultanément, engendrant des phénomènes haptiques et synesthétiques qui s'agencent pour constituer notre expérience de spectateur. Ainsi, bien que les spectateurs des films de Duras ne soient pas happés par la fiction, ils ne sont pas pour autant détachés du film. Au contraire, le corps sensoriel est constamment sollicité en deçà du niveau conscient qui les renvoie à leur mémoire intime. Et en fait, tout au cours de ce colloque, à chaque fois qu'on nous a montré des films, à chaque fois on passait dans un autre monde, et en plus, après ça, on retournait déçu, en un sens, par la parole. On avait envie que ça continue de voir, d'être en face à ces images, entendre ce son, et de devoir ensuite en parler. On passait à un registre tout à fait différent. Non pas que ce soit pas utile, c'est pas ce que je veux dire, mais ça montre bien que... ainsi, bien que les spectateurs du Duras ne soient pas happés par la fiction, ils ne sont pas pour autant détachés du film, au contraire. Le corps sensoriel est constamment sollicité, en deçà du niveau conscient. Cette perspective, bien sûr, sur l'expérience spectatorielle, n'exclut pas d'autres approches théoriques, n'exclut pas, la psychanalyse, enfin toutes sortes de choses qu'on a pu dire sur le cinéma et l'affection dont on reçoit un film, y compris toutes les gender studies avec le genre au cinéma, etc. Ça n'exclut pas ces autres perspectives. Mais ces théories prennent l'expérience spectatorielle à son niveau de base, au plus près de l'immédiateté du film. Alors, cette perspective sur l'expérience spectatorielle a le mérite de reconnaître et de rendre compte de l'immédiateté du cinéma, de l'immersion sensorielle inconsciente lors de la projection, qui devient consciente à la sortie du cinéma, provoquant cette impression d'avoir été déconnecté du monde réel, d'où le « je ne sais pas ce qui m'arrive lorsque je regarde un film de Duras ». Et je pense que je l'ai entendu des centaines de fois, cette phrase, hein, parce qu'on ne sait pas, effectivement, ce qui nous arrive. Donc, en conclusion, comme en témoigne L'Homme Atlantique et d'autres textes, Duras a laissé les traces d'une réflexion sur le cinéma, indépendamment de l'écrit, même si elle ne l'a pas poussé très loin, pour des raisons qui ont été déjà évoquées dans ce colloque, donc je ne reviens pas dessus. Mais cinéphile et grande consommatrice de films, et je pense que, je ne sais pas si ce sera confirmé peut-être dans les communications demain ou cet après-midi. Ah oui, c'était Catherine, je crois, qui va en parler. Cinéphile et grande consommatrice de films, Duras a su reconnaître et jouer intuitivement du pouvoir sensoriel du cinéma sur les spectateurs. En même temps, bien sûr, qu'elle a bousculé les habitudes spectatorielles pour faire du cinéma un cinéma à sa mesure. Merci.